Effectivement, cela tourne beaucoup sur Internet, sur l'avion, sur la faculté du tireur à avoir tiré tellement juste la première fois. La facilité avec laquelle il a pu aller sur ce toit. On parle d'une réunion publique, mais ultra surveillée. On parle d'un pays où il y a des flics partout. On a aussi le Premier ministre d'un pays qui s'empresse de tweeter le premier. Alors oui, il ne faut pas accuser sans preuve, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui doivent, à mon sens, nous faire pour le moins réfléchir. Ensuite, je reviendrai sur les propos d'Idriss Abakan où il dit que je m'y prendrais pas mieux pour déclencher une guerre civile. Une guerre civile, c'est ce qu'il y a de pire. Enfin, en tout cas, c'est la chose qui peut arriver de pire à un pays. Mais avec Trump, avec l'émergence de figures comme Kerr, comme Trump, comme Vance, comme Connors Owens, le système démocrate, mais ce système mondialiste, décadent, sent bien qu'il perd la main, qu'une génération de trentenaires, parce que finalement Trump, c'est l'égérie, c'est le pavillon témoin, mais c'est le seul vieux du groupe, si je peux bien sûr m'exprimer ainsi. Alors pourquoi pas une guerre civile? Pourquoi pas la stratégie de la terre brûlée? On sait que c'est un pays avec des tensions sociales et économiques très difficiles. D'ailleurs, si on regarde les premiers chiffres économiques, même Trump a du mal à réenclencher la machine. Alors que lors de son premier mandat, il avait très bien réussi à le faire avant que le Covid arrive. Donc on sent bien que c'est un pays, même s'ils ont le moins pire de tous les présidents qu'on peut avoir en Occident aujourd'hui, eh bien les choses ne vont pas si bien que ça. Et pour le camp d'en face, pour les démocrates, ils n'ont personne. Eux, ils n'ont pas vraiment une génération qui arrive. Les anciens sont cramés, ce qui veut dire, et ils ne sont pas idiots, que si Trump ne déconne pas, qu'un Vance continue sur son ascension, que la génération de trentenaires, dont était une sorte d'Egérie Kirk, continue à faire ce qu'ils font, et qu'ils ne sont pas éliminés bien sûr, le camp démocrate, et ça c'est une bonne nouvelle, il risque de perdre la main pour longtemps, pour même très longtemps. Et le système mondialiste ne peut pas laisser faire ça. Et on sait qu'ils sont prêts à tout. Faut voir comment nous sommes traités dans les médias, faut voir la pression, faut voir la censure que nous subissons. Alors éliminer un activiste politique, un journaliste comme Kirk, c'est le moindre mal, si je peux m'exprimer, bien sûr, encore une fois ainsi. C'est vraiment très grave. Enfin, là, vous le voyez. Enfin, je veux dire, l'opposition frontale entre les forces de l'ordre, qui sont les honnêtes gens, les gens en noir qui veulent casser, tuer, qui sont les ennemis de la République, et rien au milieu, rien au milieu. Quand on écoute Bruno Retailleau, il n'y a aucun citoyen qui manifeste. Il n'y a aucun citoyen ou aucune citoyenne qui n'est dans la rue aujourd'hui. Il n'y a que des casseurs. Enfin, dans son discours, les citoyennes et les citoyens ont disparu. Ils disparaissent des énumérations, ils n'en parlent jamais. Mais au-delà de disparaître des énumérations, explicitement, il nie leur existence. Il dit que ce n'est pas un mouvement citoyen. Donc ça veut dire que, si je tire le fil, pour Bruno Retailleau, toutes les personnes qui sont dans la rue aujourd'hui sont des casseurs et des casseuses. Sont des personnes qui sont là en noir pour blesser les forces de l'ordre et qui doivent donc être traitées comme telles. La rhétorique de Bruno Retailleau, c'est la rhétorique de Donald Trump, qui vise à assimiler tous les manifestants à des insurgés, toutes les personnes présentes pour protester à des factieux, et qui peuvent donc être traitées comme telles. Si Bruno Retailleau devient président de la République, le droit de manifester n'existe plus en France. Les dealers, il y a un tabou énorme derrière l'économie de la drogue. C'est que ça génère des flux financiers qui sont spectaculaires, qu'on ne connaît pas bien d'ailleurs, parce que les chiffres qui circulent, je ne veux pas être méchant, mais c'est les mêmes depuis 20 ans. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. De toute évidence, on cache beaucoup de choses au public derrière tout ça. Et surtout, ce qu'on cache, c'est que c'est une vague de corruption comme la France n'en a jamais connue. En tout cas, la France contemporaine. Et que cette corruption inonde des partis politiques, des appareils de justice, le système pénitentiaire. C'est spectaculaire comme corruption. Anticor évalue la corruption à 130 milliards par an en France. On est l'un des pays, en termes de volume absolu, on est l'un des pays les plus corrompus du continent européen. Par rapport au PIB, on retrouve un classement plus raisonnable. Mais 130 milliards par an, c'est juste absolument dingue. Et là-dedans, la drogue prend une place importante, corrompt énormément de politiques, énormément de juges, énormément de greffiers, énormément de membres du service pénitentiaire. Et donc, tout le système est totalement pourri de l'intérieur. Ça, tant qu'il n'y aura pas
un sursaut similaire à ce qui s'est passé dans les années 80 en Italie, d'opérations main propre où on exécute au propre ou au figuré, on verra bien, toute personne qui a trempé le bout de petit doigt dans la corruption, on ne pourra pas s'en sortir. Il n'y a aucune issue sans une opération d'épuration de tout ce qui, de près ou de loin, a touché à la corruption. Je ne préconise pas nécessairement un génocide des corrompus, hein, mais à minima, les écarter de façon définitive et radicale de la société, soit par des peines de prison très lourdes, soit par une exclusion, alors, pas d'échéance de nationalité, mais en tout cas une exclusion définitive de tout droit à se présenter à une élection ou à voter. Il faudra en passer par des opérations radicales contre la corruption. Si on s'attaque juste aux gus qui vendent du shit en bas de leur immeuble, ça n'a aucun intérêt et aucun impact. Absolument. Ouais, il faut le faire aussi, faut le faire aussi parce que ça gêne la vie des gens. Une nouvelle étape vient d'être franchie. Une loi récente confère à des ONG comme la LICRA, SOS Racisme ou le CRIF un droit officiel de signalement. Elle devient des auxiliaires de police numérique avec un canal direct vers les plateformes et l'ARCOM. Ce n'est plus seulement l'État qui censure, ce sont les satellites subventionnés qui disposent désormais d'un pouvoir légal de dénonciation. Un glissement inquiétant. Du juge, on passe aux militants. De la justice, on passe à l'idéologie. Créé après l'assassinat de Samuel Paty, le Fonds Marianne devait financer la défense des valeurs républicaines. En réalité, elle a servi à arroser des associations proches du pouvoir pour mener une guerre numérique contre les opposants au narratif officiel. Des millions d'euros publics détournés pour organiser la censure, la propagande et le harcèlement numérique des voix dissidentes. Le Fonds Marianne illustre une chose, la censure est non seulement institutionnalisée mais financée par nos impôts. La censure n'est qu'un outil, le but est plus vaste, maintenir la population dans un état permanent de peur qui mène à la colère, puis à la violence. Un peuple divisé, émotionnellement instable et un peuple contrôlable. Les fact-checkers, des vecteurs de narratifs, pas de vérité. Les médias, des amplificateurs de peur, les réseaux, des chambres d'écoute où l'autocensure s'installe. C'est une véritable guerre cognitive où la psychologie des masses est utilisée comme une arme. Définissez censure, suppression forcée de l'opposition, définissez narratif, manière de présenter une situation pour imposer un point de vue, définissez projection, accusez l'autre de ce que l'on fait soi-même, définissez le dogme, un principe imposé sans preuve. Définissez narcissisme, le culte de soi, refus de la critique. Ces définitions ne sont pas abstraites. Elles sont le portrait robot d'un système qui pratique la projection psychologique, accuser ses adversaires de haine, de désinformation, alors qu'il est lui-même le plus grand producteur de peur, de mensonges, de propagande. Le modèle français a contaminé l'Europe. L'Europe cherche à imposer ses règles aux États-Unis. Et demain, ce système pourrait devenir mondial. La France, patrie des Lumières, se retrouve paradoxalement à l'avant-garde de l'obscurité numérique. Un modèle qui muselle la presse, subventionne la propagande, délègue la censure à des ONG et contrôle émotions collectives. Les Twitter Files France révèlent une vérité dérangeante. La censure n'est pas une erreur, c'est une stratégie, un plan concerté, pensé depuis plus d'une décennie, financé par l'État, relayé par les ONG, amplifié par les médias, légitimé par Bruxelles. Mais ces deux personnalités-là, Franck Tapiro et Arié Bensemoun, veulent en France et en Europe bâtir un EPAC, une version française et européenne de l'EPAC. Et c'est-à-dire, pour que ça soit très concret pour les gens, ils veulent convertir le maximum d'élus de la République, de parlementaires, d'hommes politiques, au sionisme, tout simplement. Et ça se fait, pour être très concret, ça passe par des voyages tout frais payés en Israël, des invitations dans des hôtels de luxe, aller voir des infrastructures israéliennes, etc., etc., mettre des gens en relation. C'est ce que fait l'EPAC aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, l'EPAC réussit, je crois, à toucher plus de 80% du personnel politique français, américain, et que Tapiro et Bensemoun déplorent le fait qu'en France, ils en sont à peine 15%. Et donc, ils veulent arriver, c'est leur ambition affichée, ils veulent arriver à 80% de personnel politique français converti au sionisme. Et c'est notamment en s'appuyant sur des structures dont on parle dans notre enquête, qui sont Elnet, DDF, Diaspora Défense Force, et aussi Agir Ensemble. Alors si tu veux, là en 2 secondes, je peux détailler ces structures parce que justement, elles sont
très importante par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France par rapport aux lobbyistes et surtout dans les 2, 3, 4 années qui arrivent. Tu vois. Vont être les structures sur le devant de la scène en termes de lobbying. Quoi. Oui, non, ça c'est super important parce qu'il y a un changement qui s'opère. Mais c'est vrai que les gens vont se poser la question, mais EPAC, d'accord, et c'est vrai qu'on fait le lien, nous, en France, on dit, bah, l'EPAC, c'est le CRIF. Tu vois. Et qu'est-ce qui va différencier, en fait, le CRIF de ce que peut faire Tapiro avec Ben Semoun? Eux, ils veulent, si tu veux, c'est une sorte d'extension du CRIF, une sorte d'excroissance du CRIF qu'ils veulent créer à travers leur structure pour générer un géant qui serait une sorte, je t'ai dit, de super CRIF ou d'EPAC, voilà, d'EPAC français et européens, parce qu'ils ont des ambitions à l'échelle européenne aussi, quoi. Après, je te dis, excroissance, c'est pas un terme galvaudé dans le sens où effectivement toutes ces personnalités qui interagissent dans ces structures-là sont liées d'une manière ou d'une autre au CRIF aussi. Donc là encore, si tu veux, ce sont des mutations en fait. Donc là, on a une sorte de mutation du lobbyitionniste en France qui se fait à travers Elnet, DDF et Agir Ensemble. Elnet, c'est une ONG fondée en 2007 par un juif américain qui est justement membre de l'EPAC, qui s'appelle Larry Hochberg. Et cette ONG, elle vise à renforcer les relations aux États-Unis, donc les relations entre les États-Unis et Israël. Mais en Europe, c'est une ONG qui vise à renforcer les relations entre l'Union européenne et Israël. J'ai découvert aussi avec les travaux du Dr Hammer, parce que j'ai suivi des formations avec lui, que les choses ne sont pas aussi simples que je l'ai dit il y a quelques minutes, dans le sens où si le stress traumatique a duré trop longtemps, les processus de guérison deviennent extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, paradoxalement, on peut mourir de son processus de guérison et de son processus de réparation d'une tumeur. Parce que si la tumeur a été trop grosse, eh bien, la quantité de bactéries qui vont attaquer la tumeur va être tellement importante que la personne risque de mourir de son processus de guérison. Et c'est là où Hammer lui-même donnait à ce moment-là des médicaments, entre autres, j'essaye de retrouver le nom rapidement de cette... je ne retrouve plus le nom du médicament qu'il donnait pour atténuer la violence du processus de guérison. Mhm. Et ça, je dirais que ça me paraît extrêmement important aussi d'alerter les gens qui m'écoutent en disant faites attention. On ne guérit pas n'importe comment du cancer. Par contre, ce dont je suis persuadé aujourd'hui, et c'est pas une opinion, ce sont des observations que j'ai faites, c'est qu'on peut guérir naturellement du cancer. D'ailleurs, c'est dans la littérature scientifique depuis les années 1920, où on sait que les guérisons spontanées de cancer existent. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle condition. Oui, donc ce médicament, c'est l'hydrocortisone. Ces effets sont multiples. Mais en fait, l'effet de l'hydrocortisone, c'est que c'est un sympathicotonique, c'est-à-dire qu'en fait, il va diminuer la violence avec laquelle le processus de guérison va s'opérer. C'est-à-dire que ça va rééquilibrer le système nerveux autonome de telle sorte que la personne ne meurt pas de son processus de réparation. C'est-à-dire que du coup, l'hydrocortisone va prolonger la durée pendant laquelle le processus de guérison naturelle du cancer va se faire, mais sans que ce soit, je dirais, létal ou morbide pour la personne qui est en train de se guérir naturellement.